Voilà l'enregistrement. Et donc, on va démarrer, hop, ma petite caméra, démarrer donc cette troisième session, déjà, hein, troisième session, Mathieu. On va parler donc de solutions de protection globale par donc, le partenaire Diamant IPFix, présenté donc par Mathieu Berthollet, ici présent. Voilà, c'est moi-même. Voilà, donc, Bonjour à tous. Merci d'être tous là pour cette session. Merci à Chafi d'organiser cet événement. Et donc moi, je suis Mathieu Berthollet, je suis administrateur système, réseau et sécurité pour la société IPFix. Donc IPFix, ceux qui étaient là au début, il y a eu une petite présentation. Nous, on a vocation à accompagner les TPE, PME dans l'acquisition de leur système d'information. Donc du poste de travail au serveur, en passant par les équipements réseau et sécurité. Et on a également un rôle d'audit et de conseil sur l'évolution du système d'information en termes d'évolution matérielle, de fonctionnalité et de sécurité. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est effectivement de présenter l'offre de protection globale, comme on l'appelle, qu'on déploie en partenariat avec Acronis et la solution Cyber Protect Cloud. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer la présentation, je vais couper la caméra, et puis je reviens vers vous à la fin de la présentation pour les questions. parfait. Donc, on va parler un petit peu de contexte. Les présentations précédentes l'ont évoqué. On voit bien les problématiques qu'on a depuis le début de la pandémie. On a une augmentation d'à peu près 150% des jours en télétravail. Et en parallèle, on a vu une augmentation d'à peu près 300% d'attaques pendant cette période. En parallèle de ça, on a vu une augmentation phénoménale d'attaques de ransomware depuis 2019, avec en parallèle des tentatives de phishing à la même proportion. Donc ces deux données sont clairement corrélées. Et on se rend compte qu'un peu plus de 50% des attaques, en général, ne sont pas détectées. Ce qu'on se rend compte également sur la partie ransomware, alias phishing, c'est que la majeure partie des attaques sont liées à une erreur humaine, ce qui paraît tout à fait logique vu qu'on se retrouve avec des mails d'usurpation d'identité. Et c'est clairement les vecteurs de ce type d'attaque. Donc nous, en réponse à ce contexte-là, on a voulu proposer une offre globale de protection, de cyberprotection des utilisateurs qui va en fait s'architecturer autour d'un espèce de cercle vertueux euh, qui va commencer par de la protection, de la prévention des périphériques réseaux actifs, donc à savoir des plans de protection dits intelligents dans le sens où ils sont responsives en fonction des événements qui vont avoir lieu sur ces fameux périphériques. Ces plans de protection vont permettre derrière de pouvoir détecter les menaces à travers le schéma classique d'analyse de signature, mais également d'analyse comportementale des applications, assis sur une intelligence artificielle et un réseau de neurones qui va apprendre régulièrement sur le comportement des applications. Derrière ça, c'est bien sûr l'idée d'apporter une réponse à ces événements. Donc, entre autres, grâce à une visibilité complète de l'infrastructure du système d'information, et de permettre derrière une reprise d'activité. Une reprise d'activité, c'est-à-dire rendre de nouveau disponibles les données et les rendre de façon saine et intègre. Suite à ça, l'idée, c'est quand même de pouvoir faire une investigation précise et complète de qu'est-ce qui s'est passé lors de cette attaque, quel est le périmètre de compromission, quels ont été les vecteurs, et le but étant de revenir derrière au début du cercle vertueux pour mettre à jour justement ces fameux plans de protection. Et donc, du coup, on a un cercle de protection comme ça. La solution, elle se construit en fait à partir d'un socle sur lequel on va rajouter des briques de fonctionnalité en fonction des besoins en sécurité. Donc ça permet d'avoir une offre modulaire et adaptée aux besoins. L'idée, c'est d'avoir un seul agent pour l'ensemble des protections. Donc la sauvegarde, l'antivirus, la détection des vulnérabilités, le patch management derrière, tout ce qui est inventaire et d'autres fonctionnalités de prise de contrôle qu'on va voir un petit peu plus loin. L'intérêt de ça, c'est d'avoir une seule licence en termes d'acquisition. Donc, on a une simplicité d'acquisition là-dessus. Pour le client, on a un acteur unique d'interaction. Donc, sur l'ensemble de ce périmètre, on va parler avec une seule personne
qui a accès justement en tant qu'opérateur à une console unique qui va pouvoir centraliser l'ensemble des événements et des éléments qui composent le système d'information. En termes de déploiement au niveau de l'agent, on va retrouver des déploiements qui sont assez simples. Je vais souvent parler de one-click button sur cette solution parce que le but a été de faire une solution qui est simple à déployer sans compromettre la performance et les fonctionnalités. Donc l'idée, c'est de pouvoir déployer très rapidement ces agents, donc soit via la console cloud, donc c'est une fonction cloud, il n'y a pas de serveur qui va s'installer sur une machine. Donc typiquement, installation d'un agent sur un Active Directory, et derrière, on va pouvoir faire de la découverte de réseau et déployer les agents. Ça peut également se faire à travers du scripting, hein, du PowerShell, sur la partie Linux, des scripts shell, du bash, des choses comme ça. Ou des intégrations à des RMM. Donc on pense à Datto, à Enable, à Ninja, tous les intégrateurs majeurs du marché. On a des plugins maintenant. Donc l'intérêt du RMM, c'est que ça va permettre de déployer l'agent, c'est une chose, mais également d'appliquer des plans de protection. Ça permet, on a une vraie interaction au niveau de l'infogérance, pouvoir apporter des réponses automatisées à travers les RMM. En termes de support de l'agent, donc physique VM, hein, ça ne fait pas vraiment de différence. Du Windows, donc du Windows Workstation, du Windows Server, du macOS, du Linux. Alors, quasiment toutes les distributions Linux, sauf peut-être certaines distributions un petit peu exotiques, et un support sur les périphériques mobiles, à savoir iOS et Android. Donc, comment on se construit cette solution? Donc, on a un socle qu'on va appeler l'agent standard, qui va permettre un certain nombre de fonctionnalités. C'est vraiment le support sur lequel ensuite on va s'appuyer pour améliorer les fonctionnalités. Donc on a la section antivirus, anti-malware, anti-ransomware, plus ou moins classique, avec une analyse basée sur des signatures et de l'analyse comportementale, ce que j'évoquais avant. Donc dans le cas de l'agent standard, la base de signature est dans le cloud. Lorsqu'il y a une détection, l'agent va aller communiquer avec le cloud de l'éditeur et prendre des décisions en fonction du comportement ou de la signature de l'application suspecte. L'agent permet également de remonter des informations sur les vulnérabilités des postes de travail des serveurs, donc au niveau OS, mais également au niveau applicatif. Donc OS, Office, les navigateurs les plus connus, et des applications qui sont assez répandues en environnement professionnel, à savoir tout ce qui est visualiseur PDF, gestionnaire d'archives, toutes les choses qu'on retrouve assez régulièrement. Donc comment ça se présente? On a des rapports en fait qui vont nous donner la dénomination des vulnérabilités. On peut cliquer et avoir le détail là-dessus, les produits affectés, le nombre de machines impactées, un niveau de gravité du patch, donc c'est le niveau de gravité qui est remonté par le CVE, et est-ce qu'il y a des correctifs de disponibles. Donc déjà, ça nous permet d'avoir une petite vision sur l'état de vulnérabilité de mon parc. Derrière ça, bien évidemment, la capacité de sauvegarde, donc de machines complètes, de disques, des applications, donc je peux décider de sauvegarder de l'Office, du PDF, de l'image. Ça va sélectionner automatiquement les extensions de fichiers qui vont bien. Et évidemment, la sauvegarde sélective de fichiers. En termes de stockage, on retrouve plus ou moins le classique, donc du stockage local sur disque dur, ou dans un environnement local, un espèce de coffre-fort, en fait, dans lequel les sauvegardes vont être chiffrées dans un environnement chiffré, histoire d'être un petit peu paranoïaque. On va retrouver du NAS, bien évidemment, et toute la partie cloud. Donc Cloud Editor, Acronis, qui va apporter certaines fonctionnalités supplémentaires, mais également cloud privé ou de la AWS, du Google, tous les clouds du marché en fait, hein. Et également la possibilité de mettre en place une espèce de copie d'infrastructure Acronis qui s'appelle l'Acronis Cyber Infrastructure, où là on va pouvoir faire du clustering de stockage. L'intérêt, c'est en cas de volume important de sauvegarde, d'avoir géographiquement ces données pas trop loin pour pouvoir déplacer assez facilement des gros volumes de données.
Réplication des sauvegardes, donc un peu classique. Sur le modèle 1, 2, 3, que j'aime bien pousser, c'est-à-dire 1, j'ai mes données en production, 2, j'ai mes données de sauvegardées, et 3, j'ai mes données externalisées. Donc, cette réplication, elle peut se faire dans le cadre de la génération de la sauvegarde, on va spécifier 2 emplacements de sauvegarde, et elle peut se faire également en dehors de ce process de sauvegarde, donc en asynchrone, ou dans une fenêtre de temps où peut-être que le réseau est moins sollicité et on va pouvoir donc utiliser ces fenêtres un petit peu down pour pouvoir monter nos sauvegardes. Si on a des réseaux un petit peu lents, si on a des gros volumes de données, on va utiliser des fenêtres un peu différentes là-dessus. Bien évidemment, on fait de la sauvegarde chiffrée, AES 128 et 256 là-dessus. Une fois qu'on a fait la sauvegarde, il va falloir restaurer, bien évidemment. Donc, bon, la restauration classique, je vais aller chercher mes fichiers, je fais de leur restauration, soit directement, soit je télécharge les données pour les valider. On a également une fonction de restauration universelle. La restauration universelle, elle permet de prendre une sauvegarde d'une machine, par exemple, je ne sais pas, j'ai un poste de travail fixe Dell, il tombe en panne, je veux pouvoir restaurer sur un portable HP. Bon, ben, cette restauration universelle, elle va permettre, au moment de la restauration, de patcher le système, de pousser les drivers qui vont bien et de pouvoir restaurer justement sur n'importe quelle machine. Donc, ça permet d'être plus rapide, plus flexible au niveau de la restauration. Et en l'occurrence, ça permet également de pouvoir faire du physique à virtuel, virtuel à physique, etc. Bien qu'avec le dernier patch, on a des process qui sont dédiés maintenant à ce genre de fonction. On a également une fonction qui s'appelle Instant Restore, donc dans le cadre où on utilise un hyperviseur, donc de la virtualisation, on va pouvoir directement à travers la console dire bah, cette sauvegarde, je veux la restaurer dans une machine virtuelle. Donc à travers l'interface, je vais dire bah, je veux tant de vCPU, je veux tant de mémoire, et puis voilà la sauvegarde que je vais monter. Donc en fait, ce que va faire le système, c'est qu'il va simplement mapper le disque de sauvegarde dans l'hyperviseur, ce qui fait que le disque est disponible immédiatement et on a une restauration de machine en à peu près 1 minute. Donc, ça permet de mettre à disposition très rapidement la restauration d'une machine. Alors une fois, quelqu'un a perdu son poste de travail, on a besoin de lui redonner un environnement de travail, ben, rapidement, on va lui remonter dans du virtuel le temps de lui restaurer sa machine sur une machine physique. Ça permet de réduire les temps d'indisponibilité. Donc, on trouve également du support à distance intégré, un détail, mais ça peut être pratique dans le cadre de maintenance. L'agent standard fournit également un inventaire matériel des équipements. Quel est le matériel de mon parc? Et permet le contrôle des supports amovibles. Alors, contrôle des supports amovibles, on le connaît tous, clé USB, disque dur externe, donc ça, bien sûr. Et en plus, par exemple, on va pouvoir interdire de la webcam, du clavier et de la souris. Donc, j'ai des serveurs, je ne veux pas qu'on puisse y brancher clavier-souris. C'est géré à travers ce contrôle des supports amovibles. Donc, on voit que l'idée, c'est d'avoir quand même une information globale sur le parc. Donc sur ce socle-là, on va ajouter des fonctionnalités supplémentaires, donc en l'occurrence des fonctionnalités de gestion. Donc on a vu dans l'agence standard qu'on a une vision des vulnérabilités. Donc on sait, à travers la gestion avancée, on va être capable de déployer les correctifs de sécurité s'ils sont disponibles. Donc on retrouve plus ou moins le même tableau avec la liste de mes applications, la gravité de la vulnérabilité, le produit en lui-même qui est affecté, la version installée et la possibilité de déployer ces patchs. Donc, on retrouve les fonctionnalités plus ou moins standards de patch management, à savoir on va approuver certains patchs ou ne pas en approuver d'autres pour des raisons de compatibilité logicielle, des choses comme ça. Donc, si on fait ça, on approuve automatiquement, ça va se déployer au fil du temps, ou on va pouvoir sélectionner une fenêtre d'installation, ou la possibilité simplement de cliquer manuellement et de déployer immédiatement le patch. L'intérêt, c'est de pouvoir revenir en arrière. Alors, je ne sais pas s'il y a des administrateurs système, mais c'est une hantise de déployer des patchs et de se retrouver avec des incompatibilités logicielles métiers derrière. Donc l'intérêt, c'est on a un clic à faire dans l'application au moment du déploiement du patch. On va faire une sauvegarde juste avant. Donc, on va faire une petite incrémentale. On va pouvoir vérifier derrière est-ce qu'on a des incompatibilités ou pas. Et donc du coup, en cas de problème, pouvoir revenir en arrière très rapidement. On avait l'inventaire matériel, on rajoute l'inventaire logiciel. Donc ça, c'est assez intéressant, encore une fois, pour avoir une vision globale de notre périmètre. Donc toujours même principe, tableau, le nom des applications, la version, son statut, est-ce qu'elle a été mise à jour, supprimée ou nouvellement installée.
Donc, tous ces statuts, c'est de la base de données, ça veut dire qu'on va pouvoir requêter derrière, on va pouvoir faire des rapports à la demande. Et là, en l'occurrence, dans l'exemple, je peux voir qu'un logiciel transmission a été installé. Transmission, client BitTorrent, bon, c'est bien, c'est mal, c'est pas tellement la question, c'est est-ce que c'est conforme à la politique de mon entreprise? Donc rapidement, là-dessus, je peux avoir ce type d'informations sur certaines applications qui peuvent être vecteurs de failles ou d'intrusions dans mon périmètre. On va rajouter également là-dessus la gestion des disques. Donc, on va utiliser Smart, hein, tout simplement, sur les disques durs, qui va nous donner une prévision de défaillance sur les disques. Donc, assez intéressant sur les postes de travail, peut-être un petit peu moins sur les serveurs, vu qu'en général, on est quand même sur des systèmes RAID, mais ça permet d'anticiper des pannes. Et du coup, planification de rapports dans la partie gestion avancée, de ce que je disais. On peut requêter un petit peu ce qu'on veut. On a des rapports qui sont assez simples à mettre en œuvre. Donc là, on a un rapport opérationnel, c'est vraiment un exemple. On a ce qui est sauvegardé, ce qui ne l'est pas. Justement, mon intégrité des disques. L'utilisation de mon stockage. Donc, sur du cloud, ça peut être intéressant de l'avoir, ou même sur du local. Hein, ça va nous permettre de faire de la prospective là-dessus. Le résultat des anti-malware. Et puis, par exemple, les URL bloquées. Les URL bloquées dont on va parler tout de suite, justement sur la sécurité avancée, qui vient ajouter ce filtrage web. Donc, filtrage web par catégorie, les catégories les plus connues, hein. Catégories personnalisées également, whitelist, blacklist. Et comme toute la configuration de la protection se fait via plan, on a la possibilité de faire des plans spécifiques, hein, que ce soit dans la gestion des antivirus, dans la gestion des sauvegardes et également dans la gestion des filtrages web. On va peut-être avoir des groupes VIP ou des groupes qui sont plus à risque, qui vont être un petit peu plus restreints. On a cette flexibilité là-dessus. La sécurité avancée, elle vient déployer la partie analyse comportementale. On va récupérer en fait l'ensemble des données de signature qui étaient dans le cloud tout à l'heure dans l'agent standard. On va pouvoir les récupérer en local et donc du coup avoir des détections plus rapides, améliorées et surtout la mise en œuvre de l'analyse comportementale des applications. Donc on est vraiment au niveau matériel, côté processeur, côté mémoire. La solution va regarder si l'application se, entre guillemets, comporte correctement par rapport au standard. Si on a un doute, l'application va être bloquée, notifiée. On va pouvoir prendre des mesures en fonction. Donc, soit la whitelister, soit effectivement confirmer qu'on a un souci là-dessus. Une fonctionnalité de la sécurité avancée est de pouvoir scanner nos sauvegardes, donc celles qui sont stockées dans le cloud en l'occurrence, parce qu'on s'appuie sur les moteurs IA qui sont situés dans le cloud Acronis. Donc l'intérêt, c'est d'avoir des sauvegardes, certes, mais des sauvegardes qui soient propres. Si j'ai sauvegardé du malware, si j'ai sauvegardé du ransomware, je vais restaurer du ransomware. Donc souvent, on va se dire, OK, ce poste a été infecté par un ransomware, c'est pas grave, j'ai ma sauvegarde. Sauf qu'on se rend compte dans la pratique que la majeure partie du temps, en cas d'infection de ransomware, le ransomware va se déclarer entre 1 et 10 mois après l'infection. Donc 10 mois, clairement, toutes nos sauvegardes sont infectées. Donc l'intérêt de ça, ça va pouvoir, au bout de 10 mois, on a certainement des réponses qui sont disponibles contre ce ransomware. On va pouvoir clean notre sauvegarde. Et avant de restaurer la machine, on va pouvoir mettre à jour les définitions antivirus, anti-malware, appliquer les correctifs, les patchs de sécurité OS et logiciels, et ensuite effectuer une restauration la plus propre possible, où là, j'ai plus de contamination sur mon poste. Ça vient offrir également une fonctionnalité d'effacement de poste à distance. Donc, j'ai perdu un ordinateur portable. C'est un petit peu dommage. Clairement, je vais dans mon interface, je sélectionne effacement du poste. La prochaine fois qu'il va se connecter au réseau, il va recevoir un ordre d'effacement. Donc, c'est du wipe, hein. Je ne fais pas un simple format. On a vraiment un wipe qui se fait derrière. Donc, de toute façon, par défaut, on va perdre les données. Ça permet de sécuriser un minimum, hein. On n'est pas, bien sûr, il faudrait avoir le poste sous la main pour lui faire des passes et des passes d'effacement, mais ça fait une mitigation du risque quand même. Et en dernier point, on a également la gestion des paramètres Windows, Windows Defender et sécurité essentielle. Donc encore une fois, le but c'est de centraliser la gestion le plus possible, centraliser les informations, histoire d'avoir une vision vraiment globale. Donc à cette brique de sécurité avancée, on vient ajouter la sauvegarde avancée. Alors la sauvegarde avancée, elle s'adresse à des choses un petit peu particulières, en l'occurrence toute la partie cluster. Donc cluster SQL, cluster Exchange.
Donc, soit du Exchange full on-premise, soit du hybride. On va pouvoir sauvegarder ces applications. On a un support vraiment natif là-dessus. On va commencer à supporter les bases Oracle, SAP HANA. Ça va nous permettre également de pouvoir visualiser rapidement une carte de protection des données. Donc, en fait, ça me montre mes postes informatiques, qu'est-ce qui est sauvegardé, qu'est-ce qui ne l'est pas. Là, en l'occurrence, j'ai un PC, j'ai 1 giga 20 à sauvegarder. Donc, toujours le même principe, one click button, je clique sur protéger les fichiers, je vais avoir un plan de sauvegarde qui va se créer et je vais pouvoir protéger les données de ce poste-là si nécessaire. La fonctionnalité de planification des rapports de sauvegarde, alors elle est dans le module de sauvegarde avancée. On peut effectivement éditer des rapports de sauvegarde dès l'agent standard. La planification est dans ce module. Voilà. Et une fonction qui est orientée plus utilisateur, qui est la protection continue des fichiers, donc avec certaines restrictions. Pour l'instant, ça ne fonctionne que sous Windows, ça ne fonctionne que pour les fichiers locaux. Mais l'idée, c'est quoi? J'ai des fichiers dont je veux maintenir l'ensemble des versions. Donc, dans mon interface, je vais dire, voilà, ce répertoire où les fichiers de cette application, donc du Office, du Visio, je ne sais pas, moi, de l'Illustrator, des choses comme ça, je veux qu'à chaque fois que je fais enregistrer, j'ai une réplication dans le cloud. Et donc, du coup, à chaque fois que je vais enregistrer, je vais avoir une réplication, une copie de mon fichier. Donc, pour certains fichiers un petit peu sensibles, ça peut être assez intéressant. Donc là, on a fait la partie agent. Donc on a couvert la sauvegarde, l'antivirus, la gestion des machines, détection des vulnérabilités. Et on va passer sur la partie agentless où on va pouvoir donc, protéger, sauvegarder les messageries en elles-mêmes. Donc là, on est sur de l'agentless, c'est-à-dire qu'on se connecte directement au cloud Google ou cloud Exchange Online, et on va faire de la sauvegarde de cloud à cloud. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne uniquement sur du backup cloud. Donc on va pouvoir chez Office sauvegarder de la boîte mail, du OneDrive, du Teams, du SharePoint, et chez Google, la boîte mail, contact, calendrier, Drive. Donc il y a certaines petites limitations qui existent là-dessus, à savoir que la planification, elle est en automatique une fois toutes les 24 heures. On ne peut pas la modifier. Par contre, il est possible d'aller déclencher manuellement des sauvegardes. Donc, je sais que je vais avoir un flow, par exemple, qui va arriver sur une boîte. Je vais faire une petite sauvegarde au cas où mon flow se passe mal. Manuellement, je peux le faire. Je peux cliquer une fois toutes les 10 minutes au minimum. Donc, ça donne quand même un petit peu de marge. Cette fonctionnalité, donc c'est full cloud et c'est sans limite de stockage. Donc là, il n'y a pas de petite ligne, il n'y a pas de petit astérisque. Je suis sans limite de stockage là-dessus et je peux avoir la rétention que je veux sur ces stockages-là. On va avoir une fonctionnalité qui est la signature électronique. Donc, signature électronique de fichiers, classique. Donc, j'ai des documents que je veux signer électroniquement. Donc, certificat valide au niveau prestataire de confiance. À savoir, donc, je vais pouvoir aller, j'ai une facture, j'ai un document légal que je veux valider, je vais faire ma signature électronique, j'aurai mon certificat de notarisation. Mais ça permet également d'authentifier des fichiers. Donc, c'est intéressant dans le cadre de la sauvegarde. Dans certains corps de métier, on a des contraintes législatives. On a besoin d'assurer qu'entre le moment où on a fait une sauvegarde et le moment où on va l'utiliser, on n'a pas eu d'altération de cette sauvegarde. Et donc, cette notarisation va nous permettre de valider ça, justement, tant au niveau des équipes opérationnelles que sur la partie légale. Donc, c'est quelque chose qui se fait pour les signatures de fichiers, soit directement via un site web. Pour la partie donc signature électronique, je veux dire, sur une interface web. Pour la partie fichier ou sauvegarde, c'est directement intégré dans l'application. Mais on a également une API qui est disponible, où il est tout à fait possible de développer une application qui va gérer des workflows automatisés de signature électronique ou d'authentification de fichiers. C'est du reste tout à fait classique, avec une interface de file d'attente, donc on peut spooler tout ça sans aucun souci. Donc maintenant qu'on a fait nos sauvegardes, qu'on a protégé tout ça, on a envie, et on en a parlé juste avant, des problèmes de phishing. On sait que c'est clairement le vecteur principal aujourd'hui. On a encore eu un exemple ce matin à La Réunion où on a un grand groupe local qui s'est fait exploiter une adresse mail assez critique et où beaucoup de gens ici ont reçu de la tentative de phishing très très bien fait. On a eu une matinée un petit peu agitée, je vous avoue. Donc du coup, le but c'est quoi? C'est de fournir une appliance de protection des mails.
Donc, c'est des choses qu'on connaît, ça existe en physique. Encore une fois, on va l'intégrer dans la solution globale. Le but, c'est bien sûr d'améliorer la détection des risques via cette appliance, les risques qui sont vectorisés par les mails. Bien évidemment, on va scanner du contenu, malware, ransomware, on va ouvrir les archives, etc. En cas d'archives cryptées, on va avoir une alerte parce qu'on peut pas vérifier à l'intérieur. On retrouve le blocage des adresses de phishing connues. Donc, il y a plusieurs sites là-dessus qui sont accessibles plus ou moins au public, qui vont permettre justement de vérifier ça. Tout ce qui est expéditeur de peu de confiance, ça va être contrôlé. Puis on va aller un petit peu plus loin. On va pouvoir analyser, toujours basé sur les moteurs d'intelligence artificielle de la solution, analyser le contenu des mails. Alors, de plusieurs manières. Est-ce que le mail, ça paraît cohérent la manière dont c'est écrit? Est-ce que les logos sont cohérents par rapport à comment on se présente? On a vu passer dernièrement du DHI à la place de DHL, on a vu passer de la Société Géniale à la place de Société Générale, des petites choses comme ça. Le moteur AI va pouvoir vérifier les logos, s'assurer qu'on est correct. Il va également fonctionner d'une manière de sandbox, mais appuyé par l'intelligence artificielle, donc avec des taux de traitement qui sont quand même assez rapides. Globalement, sur des mails assez complexes, on se retrouve avec des délais de livraison entre 2 et 5 minutes, alors qu'on peut aller jusqu'à des fois 20 minutes, une demi-heure sur certaines solutions physiques, des appliances physiques qu'on va retrouver chez soi. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de dérouler tout le contenu du mail, de suivre les liens, de suivre les redirections des liens, parce que souvent, le but, c'est de tromper un petit peu l'ennemi en mettant redirection sur redirection sur redirection. Donc, on va aller jusqu'au bout et s'assurer qu'effectivement, on n'a pas de soucis sur le contenu là-dedans. Il y a la possibilité également d'appliquer les protocoles de sécurité sur les mails. Donc, je pense à DKIM, SPF et au chiffrement des mails également. On a une capacité de détection de précision qui est assez élevée. L'idée, c'est simplement de voir qu'on est... un petit rapport. L'idée, c'est quoi? C'est en gros, la solution se retrouve un petit peu dans le peloton de tête là-dessus, quasiment à l'équivalent avec du Fortinet, le Fortimail de Fortinet, qui est une très bonne solution également, et le Mancast également. On voit que la protection des mails, c'est un vrai métier. Faire du mail, c'est une chose. Protéger les mails, c'est encore autre chose. Bon, voilà, c'est juste pour illustrer un petit peu ça. L'idée, c'est pas d'impliquer qui que ce soit là-dedans. Et donc, du coup, la vitesse de détection, j'en parlais tout à l'heure par rapport à des sandbox classiques. On va aller vraiment plus loin. On va parler d'une dernière brique, alors qu'il y a une dernière brique pour l'instant, on parlera de la roadmap après, qui est le disaster recovery. Parce que maintenant qu'on a protégé tout ça, en cas de sinistre, qu'est-ce qu'on fait? Donc clairement, il y a une solution qui est clairement du disaster recovery as a service, donc full externalisé. Le but, c'est bien sûr, dans ce que je dis, d'ajouter une brique finale à tout ce qu'on a construit avant. Pour avoir un RTO RPO jusqu'à 15 minutes, donc bien évidemment, ça dépend du volume de données entre chaque synchronisation, de la capacité du réseau à absorber ce volume de données. Donc on est dans le cloud, on va configurer nos machines de réplication et une appliance va être déployée automatiquement qui va nous permettre d'interconnecter notre réseau on-premise avec le cloud. Donc soit en site à site, soit en multi-site également, ou tout simplement même en client VPN. Si on ne veut pas de VPN constant, c'est possible de faire tout simplement du client VPN. Donc on reparle encore une fois de configuration one-click button. Typiquement, je suis dans mon interface, j'ai ma machine physique, virtuelle, peu importe. Je fais protéger cette machine. Je vais être guidé à travers un tutoriel qui va me mettre en place ma réplication. En gros, c'est appuyer sur le moteur de sauvegarde de la solution avec des incrémentales. Et je vais suivre tout mon processus jusqu'à mettre en place la réplication. Il y a une possibilité également de prendre en charge la réplication de machines virtuelles, alors VMware uniquement. Donc, j'ai un petit serveur vSphere dans mon infrastructure. J'ai envie de faire un petit peu de protection sur ces machines-là. J'ai un agent sur mon vSphere. Je vais pouvoir tout simplement faire bouton droit protégé. Là, je vais avoir la réplication VMware qui va se mettre en place. Donc, juste une petite parenthèse sur la partie licensing là-dessus. Tant que la machine est éteinte, on ne consomme rien, c'est le même principe que les clouds à la demande. Quand je vais démarrer ma machine, donc je paye mon stockage, et quand je vais démarrer ma machine, je vais consommer du processeur, de la RAM, ce genre de choses.
Donc c'est un cloud, hein, donc on peut tout à fait faire effectivement de la réplication, mais on peut également y mettre des serveurs primaires. Donc même principe, j'ai un contrôleur de domaine chez moi, c'est un serveur physique, j'aimerais bien le répliquer, je vais pouvoir à travers ça aller me faire une petite VM avec du VPN et faire ma réplication AD là-dessus. L'idée, c'est de pouvoir orchestrer ces migrations-là, donc ce failover, donc à travers ce qu'on va appeler des runbooks. Donc je vais dire, lorsque je fais ma bascule, donc soit totale, soit partielle, je veux d'abord démarrer tel serveur, ensuite je veux qu'il réponde au ping, je veux monter mon propre DNS, je veux vérifier qu'une application est lancée, et puis pourquoi pas, j'ai besoin de faire une action manuelle, donc on va attendre l'action manuelle. Donc ça va me permettre d'orchestrer un petit peu, d'orchestrer mon process de failover, et surtout de surveiller son fonctionnement. Évidemment, il faut tester ces choses-là. Donc, il y a une fonction, encore une fois, relativement simple de test. Donc, quand je vais aller sur ma machine, je vais faire failover. Donc, j'ai soit production, soit test. Lorsque je vais faire mon test, il va réaliser complètement la bascule, sauf qu'il va me donner une adresse IP temporaire. Donc, je vais pouvoir aller vérifier sur ma machine, me connecter à travers mon VPN, vérifier que ma machine, on est correct en termes d'intégrité des données, que mon RTO, mon RPO sont respectés, et voir si mon orchestration est correcte. Là-dessus, on a des tableaux de bord en temps réel. Alors, pour ceux qui connaissent, c'est du Grafana. Alors, ça fait des jolies courbes en temps réel, ça bouge sur les écrans de supervision, c'est très sympa. Mais plus sérieusement, ça permet quand même de visualiser ces performances. C'est des métriques de performance, tout simplement, pour voir comment on se comporte en termes de performance sur ces machines et sur les performances réseau également. Donc, on a basculé notre infrastructure, donc soit partielle, soit globale. Nos utilisateurs ont pu continuer à travailler. Les données sont rentrées. Maintenant, on a récupéré du matériel local. On veut redescendre nos machines. Donc, même principe. Je clique sur mon bouton fail back. Donc, toujours en s'appuyant sur la fonctionnalité de sauvegarde. Je vais redescendre une sauvegarde totale. Et puis ensuite, je vais avoir un petit delta où je vais redescendre mon incrémental. Donc, ça permet de limiter les temps d'interruption. En fonction du volume de données, on se retrouve à une dizaine de minutes en général de temps d'indisponibilité. Et une fois qu'on a fait tout ça, bien évidemment, on veut générer des rapports opérationnels. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Quelles sont les performances? Quels sont les temps de bascule, etc., etc. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Il y a une roadmap qui est assez active sur cette solution. Là, très prochainement, vous avez compris que l'idée, c'est quand même d'avoir une vision globale, d'avoir toutes les informations sur une seule console. Donc très prochainement, on va avoir un EDR qui va être implémenté là-dessus pour pouvoir récupérer. Aujourd'hui, on a des logs de partout, mais il faut aller un petit peu les mettre en relation. L'idée, ça va être de centraliser tout ça, pouvoir analyser de manière fiable et rapide les dépendances entre événements, de pouvoir permettre de la réponse automatique à des risques, donc pouvoir mettre en place des workflows de réponse automatique là-dessus, de pouvoir gérer mes incidents de sécurité à travers cette interface, un EDR en fait. Et un module de prévention de perte de données à travers le réseau où il va y avoir du contrôle réseau, contrôle applicatif. Donc on avait de l'URL filtering tout à l'heure, on va avoir du contrôle applicatif là-dessus, contrôle de contenu également et de pouvoir monitorer l'activité pour chaque équipement sur lequel on va avoir un agent, pouvoir visualiser un petit peu ce qui se passe en temps réel sur notre réseau. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous remercie. On va prendre des questions s'il y en a. Merci beaucoup, Mathieu, pour cette présentation très, très riche et complète donc des solutions que vous mettez en œuvre auprès de vos clients donc, à La Réunion. Effectivement, s'il y a des questions, il y a Sortir du plein écran. Voilà. Une première remarque de Megasly. Merci Benjamin. L'ANSSI déconseille l'installation d'agences sur les AD. Cela est très important dans la protection de l'entreprise. Votre solution, si je comprends bien, a besoin de ce prérequis? Alors pas nécessairement, non. Pas nécessairement. L'ANSSI déconseille l'installation d'agents sur les AD.
Alors, pas nécessairement. Si votre AD étant virtuel, on peut passer directement par l'hyperviseur pour accéder aux machines virtuelles. On n'est pas obligé d'installer l'agent. Mais par contre, effectivement, si vous avez une machine physique, à un moment donné, on est bien obligé d'aller poser un agent quelque part pour pouvoir interagir avec l'hôte. D'accord. Alors, il y a quoi, David, qui met quels sont les logiciels que vous utilisez pour tout ça? Hein. Eh ben, écoutez, c'est tout simplement, hein, c'est l'offre CyberProtect Cloud d'Acronis sur laquelle nous, on vient ajouter notre valeur ajoutée, notre expertise en fait là-dessus, sur le déploiement, la prise en compte de l'existant. Mais le logiciel en lui-même, c'est Acronis CyberProtect Cloud. N'hésitez pas, donc on profite là avec, on a Mathieu avec nous. Vous pouvez lever la main et qu'on active le micro, comme ça sera plus interactif. Vous pouvez poser les questions que vous voulez sur les solutions présentées par Mathieu. Donc n'hésitez pas à lever la main, ce sera encore plus simple que d'écrire. Alors, il y a Stéphane qui demande, est-ce que vous intégrez un scan de vulnérabilité Oui, dans vos c'est solutions? présent c'est présent dans la solution en fait, ouais. C'est présent dans la solution. Sur tous les agents installés, on a un scan de vulnérabilité qui est effectué. Donc sur la partie OS, sur la partie Office et sur à peu près 70 applications. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais alors, c'est pas du Nmap, hein, mais ça se base sur les vulnérabilités CVE en fait. Ouais. Tout à fait, sur la bibliothèque CVE. N'hésitez pas à réagir. Il me reste encore Marie qui arrive. Je n'ai pas encore vu de main levée. Encore quelques minutes. Ouais. Bah, après, si vous avez des questions par la suite, vous n'hésitez pas. Il y a mon adresse mail qui est là. Vous m'envoyez un message. Moi, je vous réponds. Il Ouais, n'y a vraiment aucun souci là-dessus. super, Voilà. merci. On va partager. Il y a Selam qui demande est-ce que la solution est compatible avec l'environnement vCenter, donc le VMware? Oui, bien sûr, hein. Bien sûr, bien sûr. Il y a des agents spécifiques VMware là-dessus. Donc en fait, il y a deux possibilités hein, sur les environnements virtuels. Soit on va aller installer des agents directement sur les VM, soit on va installer un agent sur l'hyperviseur qui, lui, va être capable d'interagir avec les machines virtuelles derrière. C'est ce qui permet, en fait, ce dont on parlait tout à l'heure sur l'instant restore, de restaurer directement une sauvegarde sur l'hyperviseur. Voilà. Ouais, très rapidement, une minute, quoi. Il y a Stéphane qui repose une autre question sur l'EDR. Allez-vous considérer Tetris ou Alors, Arf, je ne sais pas. Arf Je ne sais pas. Anglais? Je ne sais pas du tout. Je ne sais Par pas du rapport à, tout. effectivement, c'est des solutions donc, souveraines et des solutions donc, certifiées ANSI. Oui, Euh, Est-ce que. je ne sais pas du tout. D'accord. Là-dessus, je ne peux pas répondre. J'aurai plus d'informations quand on aura les premières maquettes côté éditeur sur le DR. Mais typiquement, Acronis a tendance à travailler en étroite collaboration avec les éditeurs majeurs. OK. En l'occurrence, sur la partie mail, pour être tout à fait transparent, Ouais. c'est Perception Point qui travaille derrière ça. Voilà. Donc, je ne peux pas répondre à cette question pour le moment. Hein. Alors, ce qui est intéressant, parce que c'est ça aussi l'objet du Chez Day, c'est qu'il y a pas mal d'experts qui sont là en train d'écouter et de partager. Est-ce que Stéphane, tu peux activer ton micro et nous parler un peu, mais rapidement, de Tetris pour ceux qui ne connaissent pas? Et est-ce que tu peux nous parler un peu des deux solutions? Stéphane, tu me dis si je peux activer ton micro. Alors, Ryan, tu peux activer le micro de Stéphane. J'essaie parce que je suis bloqué avec le partage de. Ah, si, Stéphane. Là, je ne vois plus. Là, avec un accent. Ah, c'est bon. Parfait, Stéphane. Mais pareil, est-ce que tu peux te présenter, Stéphane, et ensuite nous parler un peu des deux solutions? On ne t'entend pas. Il y a le micro qui est activé. Par contre, on ne t'entend pas, Stéphane. Moi, je ne t'entends pas.
Ensuite, on va enchaîner par les autres questions qui n'arrêtent pas de tomber. Ah, je suis en open, je vais envoyer des liens. Ah, d'accord. OK. Il y a un open space. OK, pas de souci. Merci de partager les liens, effectivement. Donc, comme ça, des gens qui participent à la session. Alors, il y a Myriam qui pose la question, Mathieu. Oui. La, la solution vise-t-elle à détecter certaines vulnérabilités bien précises ou il y a un côté intelligent où ça détecte une panoplie de vulnérabilités aléatoires? En gros, est-ce que c'est du comportemental ou Alors, il y a deux choses. Il y a deux choses D'accord. là-dessus. Sur la partie vulnérabilité, c'est basé sur les CVE, clairement, hein. Donc, détection de vulnérabilité, on va aller scanner la partie logicielle et la partie OS et détecter si effectivement on rencontre des vulnérabilités listées CVE. Par contre, sur la partie anti-malware, donc antivirus, anti-ransomware, là, on est effectivement sur du comportemental, tout à fait. Mais la partie vulnérabilité, on ne peut la détecter, en l'occurrence, que si elle existe, en fait. Voilà. Par contre, pour la prévention des failles 0D, c'est vraiment la partie analyse comportementale, ouais, tout à fait. Ouais. OK, Alors, super. je voyais qu'il y avait une question sur la partie Docker. Ah, j'ai pas vu, j'ai sauté ça. Vas-y. Il me semble pas. Il me semble pas qu'on Pas puisse encore. sauvegarder du Docker. Non, non, je ne pense pas. Les Je ne conteneurs pense pas. Docker, non. OK. Non, non, il me semble pas. Ah oui, il y avait une autre question, hein. Il y en a eu plein, en fait. Stéphane, Quel est l'outil qu'on peut utiliser avec fiabilité pour lutter contre le ransomware? Eh ben, la solution de protection. alors, euh, en détail, donc c'est de façon globale, en fait, c'est ça que je veux dire. C'est ça, exactement. Ouais. L'idée dans cette solution, c'est vraiment de couvrir justement la partie anti-malware, anti-ransomware, antivirus. Et que vous l'avez bien compris, l'idée, c'est vraiment, surtout au niveau ransomware, c'est l'analyse comportementale côté processeur et utilisation des pages mémoire, où là, on va vérifier, enfin, on va contrôler de manière intelligente qu'on n'a pas de détournement de fonctionnalités par rapport à la normale, quoi. D'accord. Ouais. Donc c'est OK. vraiment un des cœurs du fonctionnement de l'outil, c'est bien ça, hein, lutter contre le ransomware, clairement. Et comme vous l'avez vu, l'idée, c'est en cas d'infection, de pouvoir désinfecter le ransomware avant de restaurer les données. Donc ça va être proactif et réactif également. OK. Alors, comment migrer une infrastructure sur le cloud et Microsoft Intune? Diara, je ne saurais pas te répondre là-dessus. Je ne sais pas. OK, il y avait juste une question avant sur, dans ce monde actuel, le télétravail, arrivez-vous à couvrir tous les utilisateurs et avoir un rapport de supervision? Oui, Alors, bien sûr. Oui, bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. À partir du moment où on a un agent qui est installé sur les postes, que ce poste-là a accès à Internet, on va avoir des rapports de supervision complets. Donc, détection, vulnérabilité, encore une fois, faille de sécurité, état des disques, etc. Ouais, ouais, complètement, complètement. d'accord. Complètement. C'est vraiment l'idée. On est vraiment sur une solution qui fonctionne en mode cloud. Donc, on n'a pas de serveur en fait sur une machine particulière. On est vraiment dans le cloud, ce qui fait que la Donc, ça, connexion des agents se fait directement sur la plateforme cloud, ce qui fait qu'on peut interagir facilement sans VPN avec l'ensemble des utilisateurs. J'ai un utilisateur qui est en télétravail. Je vois qu'il y a eu une détection. Ben, moi, dans ma console, je vais dire fais-moi une analyse complète de ce poste. Je n'ai pas besoin qu'il soit dans mon environnement local de mon entreprise. C'est vraiment l'idée, ouais, tout à fait. Tout à fait. OK. Je regarde s'il y a d'autres. Merci Stéphane pour le lien sur les EDR. Je remonte pour voir s'il y avait d'autres questions qu'on a loupées. Puis non. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent intervenir à nouveau. On a un peu de temps. Vous pouvez demander à activer le micro et on vous donne la parole pour compléter, pour euh, parler justement de solutions de protection. C'est avec plaisir. Ah, quelqu'un a levé la main là, non? Non, c'est pas lui. Je descends, je parcours. OK, parce que donc la prochaine session, alors je regarde rapidement après Mathieu, donc c'est notre ami Nicolas Bonnet qui va venir nous parler de backup. Justement, vous parlez, il y avait des questions par rapport au ransomware. Donc là, c'est une autre solution qu'Acronis, c'est Vim Backup qui D'accord, ouais, ouais. va, voilà, qui
Et donc, Nicolas va venir développer la partie lutte contre les rançongiciels, donc avec le D'accord. Vim Immutable Repository. Il va présenter ça dans à peu près 20 minutes. Ce qu'on fait, c'est on fait une petite pause. S'il n'y a pas d'autres questions, s'il n'y a pas d'autres réactions, on fait une petite pause. Il est quelle heure? Il est 15 heures chez. Ah bah, il est, 15h10, ouais. et donc, 15h10, ouais. donc, il est quelle heure là-bas? Il est midi 10? Midi, voilà. Midi 10, ouais. On fait une petite pause pour aller. Vous allez grignoter un peu. Vous revenez dans un petit quart d'heure. Un petit quart d'heure pour écouter Nicolas. Il ne faut vraiment pas rater hein, le talk de Nicolas. Ça va être très animé comme d'habitude. Hein. Il a l'habitude d'intervenir sur le Chez Tech Days. Donc, on vous donne rendez-vous d'ici 15-20 minutes maximum sur le même canal pour venir donc, écouter Nicolas nous parler de Vim Immutable Repository. OK. Merci Ça encore, marche. Mathieu, pour la Merci à toi. présentation. Merci à toi, Shafik, pour cet event. Vraiment, merci beaucoup. C'est super. OK. Merci. Donc, IPFix, donc, partenaire diamant de l'événement. Donc, tous ceux qui sont à la réunion, je ne peux que recommander de les contacter pour des solutions de protection. C'est ça. Voilà, donc On il y a une discute. offre qui est assez large donc, et très, très fiable. Donc, n'hésitez pas. Et on se retrouve donc 15h et 15h12, donc vers 15h30 à peu près, heure réunion. Donc, midi 30, midi 40 pour lancer la session avec Nicolas. À tout à l'heure. Merci à tous. Vous Au pouvez revoir. rester en ligne hein, pour info. Tu peux arrêter le partage, Mathieu. Je vais arrêter Oui. l'enregistrement.